Hello! On se retrouve aujourd'hui pour la suite des vidéos sur le quotidien de bébé. On a déjà abordé la diversification, le choix du biberon, du lait, les bons gestes pour le change. Il va y en avoir sur l'éveil, les jeux avec bébé et aujourd'hui, le sommeil de bébé. Et plus précisément, quels sont les conseils et les astuces à mettre en place pour maximiser les chances de réussir à faire dormir bébé facilement, rapidement et surtout sereinement pour bébé et pour les parents. Alors bien sûr, il va y avoir une variabilité interindividuelle, mais il va y avoir aussi et surtout des principes généraux qu'on peut facilement appliquer pour augmenter ses chances de faire dormir bébé facilement et rapidement. En résumé, les gestes à adopter pour l'accompagner vers un sommeil de qualité. Comme souvent, on va expliquer les concepts généraux, faire un petit peu de physiologie pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, pour que ce soit plus simple pour vous, pour que vous puissiez les appliquer au mieux et surtout de façon personnalisée. Et ensuite, on va parler de la liste des astuces à mettre en place. Alors, on va déjà voir rapidement comment fonctionne le sommeil chez un nouveau-né. Parce qu'on a parfois tendance, et pas du tout à mauvais escient, c'est juste qu'on n'a pas été informé, c'est juste que personne ne nous l'a expliqué, on a parfois tendance à attendre d'un nouveau-né des choses dont il est physiologiquement pas capable. Le sommeil, comme souvent on se le représente, ce qui se passe chez un plus grand enfant ou un adulte par exemple, ça va être une succession pendant la nuit de 5 à 6 cycles d'une durée d'1h30, 2 heures environ, séparés par des phases de micro-réveil dont on ne se souvient pas la plupart du temps. Et bien chez un nouveau-né, ce n'est pas du tout ce modèle-là. Ça va être des phases également, mais beaucoup plus courtes, d'une durée de 50 minutes environ, et pas du tout dictées par le jour et la nuit, mais plutôt dictées par l'alimentation. C'est bien que ce qui se passe, c'est que bébé va dormir une cinquantaine de minutes, puis il va être réveillé par la faim, puis il va un tout petit peu être réveillé, puis il va de nouveau s'endormir, une cinquantaine de minutes, une heure, et puis il va de nouveau être réveillé pour l'alimentation, etc., etc. Et ça va être progressivement qu'il va passer de ce type de modèle de sommeil-là vers un sommeil comme on se le représente du plus grand, non plus dicté par l'alimentation, mais cette fois-ci dicté par le jour et la nuit. Et donc petit à petit, les cycles vont s'allonger, passant de 50 à 60 minutes, à 1h10, progressivement, etc., etc. Point très important, les études montrent que c'est à partir de 6 mois que ce changement devient significatif. On est donc passé progressivement d'un modèle à l'autre, et maintenant, c'est le jour et la nuit qui vont dicter le sommeil de bébé. On en déduit quoi de tout ça? C'est que même si on a tous entendu des histoires de bébés qui faisaient des nuits entières à la sortie de la maternité, ce n'est pas du tout la majorité, et la plupart du temps, il faut juste prendre son mal en patience et attendre que bébé soit prêt neurologiquement. Alors, il y aura aussi beaucoup de bébés qui seront prêts avant et d'autres qui ne le seront pas encore. Encore une fois, chaque bébé est différent. En tout cas, le message habituel qu'on passe en tant que professionnel de santé, c'est qu'il n'y a rien de choquant à ce que bébé ne fasse pas encore ses nuits avant 6 mois, 7 mois. Et on va conseiller de consulter vers 9 mois si ce n'est pas encore le cas. Alors, message très important, il est toujours conseillé d'en parler à son médecin au moindre doute concernant toutes ces problématiques-là, et même plus tôt, car il va être très classique de retrouver des explications physiques, des problèmes physiques qui vont venir gêner bébé, qui vont l'empêcher de dormir et qu'on va pouvoir régler pour améliorer son sommeil. On pense tous typiquement au RGO, donc reflux gastro-œsophagien, qui va venir empêcher la position horizontale, donc allongée, parce que bébé va être douloureux dans cette position-là. Donc ça c'est très fréquent, il y aura d'autres pathologies comme les otites par exemple. Point primordial, on va parler maintenant du sommeil autonome, de l'endormissement autonome. On va voir que c'est quelque chose essentiel à connaître pour un sommeil de qualité, un sommeil facilité, un sommeil plus serein, et aussi pour diminuer le stress des parents. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que bébé parvienne à s'endormir tout seul, dans son lit, sans aide extérieure, en faisant appel à ses propres ressources et de manière apaisée. Par exemple, sans être bercé, sans biberon, sans endormissement au sein, sans que les parents aient besoin de chanter des berceuses pendant 1 heure, 2 heures. Alors je fais juste un petit aparté parce que c'est quelque chose qu'on voyait souvent en consultation, le fait d'endormir bébé avec un biberon d'eau sucrée. Alors évidemment c'est pas du tout conseillé, déjà par rapport à ce concept, on va en reparler, et aussi et surtout parce que ça fait des ravages au niveau dentaire. Ça fait des caries de l'enfer, notamment des caries sur les incisives, les 2 dents de devant. On peut retrouver des bébés avec un trou noir à ce niveau-là. C'est cata. Évidemment, pour des questions nutritionnelles, ça va être déconseillé également. Voilà, donc à proscrire. Parenthèse fermée. Dans le sommeil autonome, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de bisous, qu'on ne fait pas de câlins, mais il est installé réveillé dans son lit et c'est lui qui gère son endormissement. On continue à l'accompagner, il est juste acteur à part entière de son endormissement. Ce n'est pas nous qui le faisons, ce n'est pas nous qui le mettons dans son lit endormi, c'est lui qui s'endort tout seul. Pourquoi? C'est un concept très intéressant à mettre en place.
Déjà, logiquement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça veut dire que bébé va être capable de répondre à ses propres besoins de façon adaptée et efficace. Quand il va ressentir le besoin de s'endormir, il va le faire de lui-même. Ce n'est pas une situation qu'il va craindre, il va répondre facilement à ce besoin de façon adaptée. Autre avantage, dans les problèmes de sommeil, dans les problèmes d'insomnie, il y a les problèmes d'endormissement, mais il y a aussi les problèmes de réveil nocturne. Et qu'est-ce qui risque de se passer si on n'a pas mis en place d'endormissement autonome ? C'est tout simplement qu'il n'arrive pas à se rendormir tout seul et il va avoir besoin de toute sa routine habituelle qui peut être parfois très très longue. Et ça, c'est un petit peu embêtant au milieu de la nuit. Et parfois, ça peut atteindre des proportions très importantes, plusieurs fois par nuit, plusieurs fois par semaine. Ça peut être un vrai enfer. Autre avantage qui découle du point précédent, avoir un endormissement autonome permet donc d'obtenir un sommeil de très bonne qualité. Et on sait que c'est essentiel pour bien grandir, parce qu'un enfant, ça grandit surtout quand il dort, pour bien être concentré, pour les apprentissages, pour la mémoire, etc., etc. Encore un avantage, c'est un concept qui va lui permettre de s'endormir partout et quelle que soit la situation. On comprend bien que pour un bébé, s'il a besoin de sa routine habituelle, ça va être compliqué pour lui de s'endormir en déplacement, en voyage, à la crèche, chez sa nounou, etc. Ça va donc lui permettre une meilleure adaptabilité. Et c'est pas du tout de la faute des parents, c'est juste qu'on leur a jamais expliqué. Autre point positif, j'ai beaucoup été marquée par des histoires dans mon entourage. Le fils d'un collègue notamment, qui jusqu'à 9 ans, ne pouvait pas s'endormir si ses parents ne lui tenaient pas le petit doigt pendant 1 heure au moment du coucher, tous les soirs. Et avec le sommeil autonome, ces situations n'existent pas. L'avantage auquel on a tous pensé, c'est que ça soulage les parents. C'est vraiment hyper important. J'entends régulièrement au travail des histoires où il y a une réelle anxiété anticipatoire. Ça veut dire que quand arrive bientôt l'heure du coucher, pendant 1 heure, 2 heures, les gens sont pas bien, ils savent qu'ils vont galérer, ils passent beaucoup de temps, une très grande partie de leur soirée. Quelles sont les astuces à mettre en place pour aider à faire bien dormir bébé? Alors on l'a dit, un facteur essentiel, c'est l'âge. Avant 6 mois, on prend son mal en patience, on patiente que bébé soit prêt. Mais c'est déjà très intéressant d'en avoir conscience, parce que j'ai pas mal de parents qui sont limite désespérés parce que leur bébé ne fait pas ses nuits à 4 mois, 5 mois, et ça les rassure quand ils comprennent que ce n'est pas de leur faute. Donc on les rassure, après avoir évidemment bien vérifié qu'il n'y avait pas de problème somatique, physique. Après, on peut quand même mettre en place des choses simples, même à ces âges-là, pour favoriser le sommeil. On va les aborder justement. Encore une fois, pour des raisons physiologiques de fonctionnement du corps humain, il va être très recommandé de, si possible, mettre la chambre à 19 degrés. Ça favorise l'endormissement, pour tous les âges. On aère bien la chambre, on couche bébé sur le dos, ça vous le savez. On ne couvre pas trop bébé. Je vous afficherai à l'écran un document qui était affiché dans la chambre, la maternité, dans le service de suite de couche. C'était la maternité de Port-Royal, qui était super, où j'ai accouché. C'était un super document qui explique comment habiller bébé en fonction de la température de la chambre. Donc si on regarde, pour 19 degrés, c'est un body manche longue, un pyjama, une gigoteuse. Il y a un truc qui marche très bien sur beaucoup de bébés, ce sont les bruits blancs. Vous savez peut-être ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des bruits un peu sourds en continu qui vont par exemple mimer la pluie, les vagues, l'aspirateur, c'est un grand classique. D'ailleurs, nous, on l'a beaucoup utilisé parce que ça marchait extrêmement bien sur nos filles aînées. J'ai le souvenir d'un oncle qui était stupéfait, c'était on-off. Et donc, c'était très souvent sur la fenêtre de mon navigateur, sur mon téléphone. Si bien qu'une fois, j'étais en rendez-vous pour une échographie dans la salle d'attente. Je lance Internet et énorme bruit d'aspirateur qui sort de mon téléphone. Donc voilà, ça me fait penser à ça à chaque fois. Alors, j'ai quand même apporté des précautions parce que, on s'en souvient, le but c'est d'aller vers le sommeil autonome. Et ça, c'est quelque chose qui va apparaître un peu comme un accessoire. Donc le but, c'est de s'en débarrasser le plus rapidement possible. Mais voilà, comme on a dit que de toute façon, avant 6 mois, il faut patienter pour passer des moments qui peuvent être extrêmement compliqués. Alors, on va pas le diaboliser non plus. Autre chose que vous pouvez mettre en place pour aider votre nouveau-né à s'endormir, c'est de chanter des berceuses. Oui, on sait, Sarah, tu nous apprends rien. Mais là où je peux rajouter quand même une valeur ajoutée, une petite valeur ajoutée, c'est que l'utilisation de fréquences basses, de voix plutôt graves, vont être super bénéfiques pour diminuer le stress, pour apaiser. J'en avais aussi parlé dans ma vidéo sur comment diminuer les douleurs des contractions de l'accouchement. On essaye notamment dans le cadre du chant prénatal de chanter avec une voix plutôt grave.
ben, ça va être la même chose. Ça a des vertus apaisantes aussi pour bébé. Autre conseil pour les nouveau-nés, juste dans la période qui précédait, ils étaient dans l'utérus, ils étaient vraiment tout entourés des parois utérines comme dans un cocon. Et bébé va passer d'un coup dans un environnement, le monde extérieur, qui lui paraît immense. Donc l'idée, ça va être de leur reproposer cet esprit cocon. Donc on les blottit dans un coin du lit, dans un coin de la chambre, dans l'idéal dans un lit qui n'est pas trop grand, et dans une gigoteuse de taille adaptée. Et dernier conseil concernant toute cette période avant 6 mois, c'est qu'on l'a dit, il faut patienter, c'est difficile, il y a un cap à passer. Et pour aider à passer ce cap, il ne faut pas hésiter à se relayer entre parents. J'en avais déjà un petit peu parlé, mais nous on avait mis un système de garde. Moi j'allais dormir vers 22 h et je me réveillais vers 4 h. Ça me faisait 6 heures de sommeil de qualité. Mon mari restait jusqu'à 2 h, après bébé dormait jusqu'à 4 h. Et puis moi du coup à 4 h je prenais le relais et lui il dormait jusqu'à 8 h, ça lui faisait 6 h également. Et ben c'était une super idée, j'ai jamais eu un postpartum qui s'est si bien passé. J'étais moins fatiguée que pendant ma grossesse. Donc voilà, si vous avez la possibilité, si c'est quelque chose qui peut vous paraître adapté à votre situation, tout en sachant qu'effectivement moi j'allaitais, sauf ce biberon de 2 heures, c'était un allaitement mixte, sauf pour un biberon. Ou alors si vous avez la possibilité de tirer votre lait. Et donc on arrive aux astuces à mettre en place pour obtenir un endormissement autonome. Donc votre enfant à 6 mois, vous pouvez y aller, il a le matériel neurologique pour. Après, rien n'exclut de mettre ça en place plus tôt, s'il vous envoie tous les signes qu'il est prêt. Encore une fois, un tout petit peu de physiologie, mais on ne peut pas s'endormir à n'importe quel moment. J'explique souvent ça en consultation pour les gens qui ont des troubles du sommeil. On l'a dit, le sommeil, c'est une succession de 5 ou 6 cycles, et au début de chaque cycle, il y a ce qu'on appelle une phase d'entrée dans le sommeil. Et donc, pour pouvoir s'endormir, il faut que ce soit le bon moment, il faut que ce soit ce moment-là. Et donc, conseil numéro 1, c'est donc de guetter cette phase favorable à l'entrée dans le sommeil pour bébé. Bébé montre des signes de fatigue, commence à se frotter les yeux, à bâiller. Très souvent, chez le plus jeune, ça se fasse traduire par... il va être un peu grognon, il va être un peu irritable. Bon, là, les parents, on comprend assez vite, il est fatigué. Il va être dans une sorte de transition éveil-sommeil. Eh bien, il ne faut pas louper le coche, surtout pas. Conseil numéro 2, qui va découler, et qui va être en lien, en tout cas, avec le point précédent, c'est qu'il faut respecter le plus possible le rythme de bébé. On évite par exemple de sauter une sieste, de coucher plus tard, ou alors de tenter de le coucher plus tôt, parce qu'on a besoin d'avoir du temps, ce qui est compréhensible aussi. Bref, on fait en fonction du rythme de bébé. Alors, moi, ça ne m'arrange pas du tout, mais c'est comme ça, c'est bébé qui décide, mais il commence à montrer typiquement ces signes d'endormissement, cette phase de transition éveil-sommeil, vers plus de 21 h, 21 h 30 parfois, donc c'est comme ça, on attend. J'aimerais bien dîner plus tôt, profiter de ma soirée plus tôt, mais pas le choix. Et je m'adapte. Conseil numéro 3, ça va être le conditionnement. En gros, ça va être notre rôle en tant que parent, ça va être de le placer dans les meilleures conditions, les conditions les plus favorables pour qu'il puisse réussir à s'endormir, pour qu'il soit dans la meilleure configuration pour favoriser au mieux son endormissement. Physiologiquement, pour pouvoir s'endormir, il va avoir besoin d'une hormone, la mélatonine, qui va être impliquée dans les processus de sommeil, qui va favoriser l'endormissement. Et pour qu'elle puisse être fabriquée, la baisse de l'intensité lumineuse et la diminution des stimuli visuels vont être hyper importantes. Ça veut dire, dans l'heure qui précède le coucher de bébé, on essaye d'éviter de le laisser dans le salon avec la télé allumée, avec les spots au plafond, plutôt si possible dans sa chambre avec une petite veilleuse. Ça va être les conditions idéales pour obtenir un taux de mélatonine optimal. Conseil numéro 4, on arrive au fameux rituel du coucher. Un rituel, par définition, ça va être le même déroulé, les mêmes habitudes, les mêmes gestes, et ça tous les soirs. Ça va être quelque chose qui va être rassurant pour bébé. Il sait vers où il va, il connaît. Alors j'insiste encore une fois, qui dit sommeil autonome ne peut pas dire pas de câlin. C'est vraiment un temps qui est même privilégié pour. C'est juste que bébé ne doit pas être endormi quand il est installé dans son lit. Il va être habituel et assez fréquent de commencer ce fameux rituel par un bain qui va avoir des vertus apaisantes pour bébé, comme un spa pour nous. Et ensuite, les mêmes actions pour le côté répétitif et pour que le message passe. Maintenant, c'est l'heure de dormir. Pour qu'il associe de façon plus ou moins consciente ce moment à l'endormissement. Donc, temps calme, bain, le tour de tout le monde pour souhaiter bonne nuit est très important. À demain, on se revoit très très vite. Ce moment sera suivi de retrouvailles. C'est essentiel de préciser. Ensuite, on ferme les volets, on ferme les rideaux, toujours pour l'histoire de la mélatonine. On le met dans son lit, encore une fois réveillé. Idem, on essaye d'avoir une chambre à la bonne température, on essaye de ne pas trop le couvrir, tout ça, ça reste valable. Et là, c'est comme vous voulez. Vous pouvez simplement lui parler,
Vous pouvez encore une fois faire appel aux fréquences basses. Vous pouvez chanter une berceuse, dans l'idéal toujours la même, toujours pour les mêmes raisons. Vous pouvez raconter une histoire, même s'il est petit, ça a aussi un côté rassurant. Et vous lui dites bonne nuit, et en précisant encore une fois, on se retrouve très vite. Et ça va être important de ne pas rester trop longtemps pour ce rituel. Pourquoi? Parce que le risque, ça va être encore de dépasser cette phase d'entrée dans le sommeil et qui loupe du coup le coche et qui n'arrive pas à s'endormir. Bien entendu, s'il pleure, s'il vous réclame, vous revenez, vous rassurez, vous précisez que vous êtes toujours à côté, vous lui donnez confiance en lui, lui dites tu vas y arriver, tu peux y arriver. En psychologie, on appelle ça du renforcement positif. Et aussi, ça c'est aussi très important qu'il est en sécurité. Autre chose qu'on entend de plus en plus en ce moment, et c'est très bien, c'est de valider l'émotion, d'accueillir l'émotion. On l'entend, on y répond. Ça aide vraiment à désamorcer le stress. Aussi, ça va être très intéressant de valoriser tout ce qui est concept d'autonomisation. Tu es un grand, bravo, c'est super ce que tu fais. Et en plus, ça va lui donner confiance en lui pour le reste des apprentissages également. Et vous repartez, vous dites que vous êtes là si besoin, etc. etc. Alors moi personnellement, j'applique ces conseils version un peu feignasse. Je me mets dans un coin du salon d'où, juste en me penchant, il puisse m'apercevoir depuis la chambre. Donc quand je sens qu'il commence à me chercher, quand je sens l'angoisse monter, je me penche et je fais « Ouh, je suis toujours là !» Après, parfois ça suffit pas, faut quand même y aller. Donc en résumé, l'idéal est de le mettre dans son lit réveillé, rester à côté de lui en évitant de l'endormir au sein ou au biberon, en évitant de l'endormir avec un mobile ou un bruit blanc, en évitant de devoir le toucher, lui donner la main, etc., etc. Et donc, il n'est pas besoin de tout ça pour s'endormir, qu'il comprenne qu'il peut s'endormir seul avec ses ressources et dans n'importe quelle situation. Conseil suivant, quel moment va être le plus propice pour mettre tout ça en place? Pareil, on va reprendre quelques notions de psychologie de l'enfant. Vers 8 ou 9 mois, il est possible d'observer chez beaucoup d'enfants un phénomène qui s'appelle l'angoisse de séparation. C'est une étape habituelle du développement qui peut se manifester par des craintes, des pleurs, des peurs, quand il se rend compte que sa figure d'attachement, donc la personne qui s'occupe de lui habituellement, est loin de lui. On en a déjà parlé, mais on va répondre à cette demande en revenant et en expliquant un peu en mode théâtral. Coucou, je suis là. Même si tu ne me vois pas, je suis quand même là. Je comprends bien que le moment le plus intéressant pour mettre tout ça en place, le plus propice, ça va être vers 6-7 mois, avant toutes ces périodes. On a vu quand, on va voir maintenant où, comment on fait. Et c'est un peu comme quand ils étaient plus petits. Dans un coin de la chambre, dans un coin du lit, et on l'installe de manière à ce qu'il puisse nous voir partir, lui dire bonne nuit, et qu'il puisse nous voir revenir dans la chambre s'il en a besoin. Conseil suivant. Pour des nouveau-nés, on entend souvent qu'il faut les faire dormir dans un lit vide, avec juste une gigoteuse et sans 3 tonnes de peluche. Là, vers ces âges-là, 6-7 mois, le bébé est normalement capable de se retourner, de se dégager la tête, etc. Donc si c'est le cas, il n'y a aucun souci à leur proposer un doudou. Ça va être très utile pour certains bébés qui ont un grand besoin de réassurance. Et en plus, contrairement à une tétine qui peut perdre dans la nuit et avoir du mal à retrouver tout seul, un doudou en général, il le retrouve tout seul assez facilement. Ça veut dire qu'en cas de réveil nocturne, encore une fois, il arrive à gérer seul. Un mot sur les événements de vie, comme par exemple un déménagement, la naissance d'un petit frère, d'une petite sœur, etc. Ça va être possible que ce sont des choses qui viennent tout chambouler et pouf, retour en arrière. Et ça peut être très désespérant pour les parents, mais surtout on ne se décourage pas. On remet toute cette routine en place et tout n'a pas été oublié non plus, ça devrait aller plus vite. Et très important, un des facteurs déclenchants du fait qu'il y ait un retour en arrière, c'est forcément le stress que ces événements peuvent engendrer. Et si les parents sont eux-mêmes stressés, ça aide en vrai. Donc on essaye dans la mesure du possible de ne pas communiquer son stress pour arriver à progresser. Et on n'oublie pas d'expliquer l'événement en question, de rassurer par rapport à cet événement. C'est un élément essentiel pour arriver à progresser. Alors vous verrez, c'est parfois désespérant de mettre tout ça en place pendant des semaines et de ne pas avoir de résultats. Mais le jour où on y arrive, c'est une sacrée satisfaction. C'est un investissement de dingue pour les futures nuits, avec tout ce qu'on a évoqué dans la partie avantages. Alors, moment feignasse de la vidéo, un autre avantage que j'ai personnellement constaté, c'est qu'il n'est pas du tout en conflit avec son lit, entre guillemets. C'est un endroit qui ne lui provoque pas de stress, si bien que quand il se réveille le matin, on n'est pas réveillé par des hurlements, on est réveillé par des gazouillis, si bien que ça nous laisse quelques minutes en plus pour dormir. Et en plus, ça nous laisse le temps tranquillement de préparer le biberon. Et lui, il continue à jouer dans son lit. C'est vraiment franchement agréable. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye!